cette technique mathématique qui utilise des méthodes mathématiques pour arriver au but. Donc, il faut savoir que la définition du mot cryptographie, à vrai dire, c'est un mot composé, crypto qui est tiré du mot grec cryptos, qui veut dire caché, et graphie qui veut dire écrire. Donc là, ça veut dire que la cryptographie, c'est toute la science qui permet de cacher de l'information. Et donc ça, c'est parmi les techniques qui existent en mathématiques qui nous permettent de cacher une information. Et donc, si on cache l'information, ça nous permettra effectivement d'avoir l'objectif de la sécurité qui est la confidentialité. On verra par la suite qu'il y a d'autres techniques qui sont utilisées en combinaison avec la cryptographie, ce qui nous permettra d'obtenir les autres services et les autres, je dirais, objectifs de la sécurité. Alors, comment les choses sont faites? C'est qu'en général, on a un message M, donc c'est ce qu'on appelle le message en clair, ou le texte en clair, et on doit procéder à son chiffrement. Donc, on va obtenir l'équivalent, ce qu'on appelle le chiffré, le C, qui permet d'indiquer le message chiffré ou le message crypté, ou le message codé, ou bien ce qu'on appelle cryptogramme. Tout ça, c'est des synonymes. Alors, comment le faire? C'est qu'on a une fonction ici, qu'on appelle la fonction de chiffrement, ou bien la fonction de cryptage, ou la fonction de codage. Alors, vous voyez que cette fonction-là, elle est indexée par K. K, c'est quoi? En anglais, c'est key, qui va dire c'est la clé. Et donc, à chaque fois on a un message, moyennant la fonction de chiffrement qui utilise une clé, on peut chiffrer un message pour obtenir un message chiffré. Donc ça, c'est la méthodologie ou l'esprit de la cryptographie, ou le moyen pour passer d'un message clair vers le message chiffré. Alors naturellement, il y a d'autres, je dirais, terminologies qui sont utilisées. Vous avez la cryptographie d'une manière générale. Donc, c'est la science qui permet de chiffrer les données, chiffrer toute information, on pourrait dire au sens large. Ça peut être du texte, ça peut être de la voix, ça peut être un signal, ça peut être de la vidéo, etc. Donc, toute information, quelle que soit sa nature, peut être donc, chiffrée. Ça peut être une application, tout court, c'est-à-dire un fichier exécutable, donc automatiquement, tu peux aussi le chiffrer. Il y a d'autre côté ce qu'on appelle la cryptanalyse. La cryptanalyse, c'est à vrai dire la science qui permet d'analyser des chiffrés pour pouvoir déduire les textes en clair correspondants. Et donc ça, c'est beaucoup plus ce qui est lié aux attaques. C'est-à-dire que les gens, particulièrement les hackers qui attaquent les systèmes, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, ils vont apprendre des choses au niveau de la science d'analyse des chiffrés pour pouvoir réaliser leur but. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Parmi les méthodes qui ont été utilisées, les plus anciennes, c'est, vous avez le chiffre de César. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une méthode qui a été développée par cette personne, César, et qui a permis de réaliser ce chiffrement. Alors, l'idée de César, c'était très simple. C'est la substitution de caractères par décalage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un alphabet. Et cet alphabet-là, vous allez procéder des décalages au niveau de l'alphabet. Donc, vous connaissez l'alphabet, je dirais, usuel. Si je prends l'alphabet latin, c'est A, B, C, D jusqu'à X, Y, Z. Alors, ce qui est fait, c'est de faire un décalage de cet alphabet. Ça veut dire qu'un décalage, c'est de 1 jusqu'à 25. Ça, c'est les positions possibles. Donc, ce qu'on fait, on fait ce qu'on appelle un décalage circulaire. Donc, c'est ce que vous avez déjà vu en informatique, ce qu'on appelle le shift. Donc, ce que vous pouvez faire, vous avez 26 caractères. Les décalages que vous pouvez faire, c'est de 1 jusqu'à 25. Parce que si vous faites 26 décalages, vous allez tomber à la position initiale. Donc, automatiquement,
A, si tu le décales de 26 positions, il va retomber dans sa place. Par contre, A, si vous le décalez d'une position, A, il va prendre la place de B. Le B, il va prendre la place de C, etc. Et ensuite, par la suite, le Z, il va prendre la place de A. Et donc, c'est comme ça qu'on fait des décalages. Et la méthode de comment on peut l'obtenir et comment la réaliser, ben, tout simplement, c'est ce qui était connu depuis longtemps, c'est les mathématiques. Donc, on va utiliser justement les mathématiques pour arriver à réaliser ce chiffrement. Donc, la fonction de chiffrement, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à décaler le caractère. Alors, pour décaler le caractère, donc l'idée, c'est quoi? C'est de remplacer chaque caractère par une valeur. Alors, comme l'alphabet, c'est 26, on peut faire les choses comme suivant. C'est d'indexer les caractères de 0 jusqu'à 25. Et donc là, de 0 à 25, vous avez les 26 caractères de l'alphabet. Et par la suite, on va utiliser une fonction mathématique connue, ce qu'on appelle la fonction modulo. Donc la fonction modulo, son intérêt, c'est quoi? C'est que la manipulation, en faisant des opérations sur les caractères, vous êtes sûr toujours de tomber sur une valeur entre 0 et 25. Or, la valeur de 0 à 25, c'est l'index d'un caractère. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous allez coder chaque caractère par un autre caractère. Et donc, c'est comme ça que les choses sont faites. Ici, la méthode de César, ça consiste à faire quoi? C'est de faire un décalage, donc un caractère qui sera remplacé par un autre caractère, puisque vous faites x plus k modulo 26. Donc, quelle que soit la valeur de x et de k, la somme avec modulo 26, ça va être toujours une valeur entre 0 et 25. Et donc, ça va tomber sur un caractère. Alors, d'une manière symétrique, tu veux faire le déchiffrement. Le déchiffrement, c'est une fois que tu vas chiffrer le caractère X, donc tu vas obtenir un nouveau caractère. Bien entendu, on ne va pas le nommer par X, on va le nommer par Y, ça c'est un peu les mathématiques. Donc, si tu as un Y et tu veux revenir à X, tu vas voir que Y, comment revenir à X? Il suffit de lui retrancher K. Et donc toujours modulo 26. Donc ça permettra effectivement d'avoir un système mathématique qui est automatique, qui passe d'un caractère à un autre, dans un sens ou bien dans un autre. C'est-à-dire, dans le premier sens, c'est ce qu'on appelle l'opération de chiffrement, EK. Là, l'opération inverse, qui est DK, qui permet de dire décrypte. Le premier, c'est encrypter. Le deuxième, c'est décrypter. Encrypte en anglais ou bien decrypt en anglais. Et ce qui permet d'assurer la correspondance en aller-retour entre le passage de le passage du message en clair vers le message chiffré. Pourquoi? Parce que le message en clair, c'est une suite de caractères. Donc, il suffit d'appliquer itérativement la fonction à tous les caractères. Ça vous permettra de chiffrer tout le message en clair et vous allez obtenir le message, je dirais, chiffré correspondant. Voici un exemple. Donc, en prenant K, par exemple, égale à 10. Donc, je fais un décalage de 10 positions. Si vous avez le message M, I want to meet you, donc la première étape, c'est quoi? On avait dit qu'il faut remplacer chaque caractère par sa position et son index dans l'alphabet. Donc là, cette séquence ici, c'est la séquence qui reflète ce message ici. Donc ça devient numérique, ce qui nous permettra d'appliquer les fonctions modulo d'addition de modulo par la suite. Donc ici, vous voyez que G8, j'applique la formule, c'est 8 plus 10, puisque K c'est égal à 10, vous allez obtenir 18. 18 modulo 26, c'est 18 tout court. Par contre, ici, vous avez 22. 22 plus 10, ça vous donne 32. 32 modulo 26, vous allez obtenir 6. Là, 0 plus 10, c'est 10. 13 plus 10, c'est 23. 19 plus 10, c'est 29. 29 modulo 10, c'est 3. Et ainsi de suite. Donc, moralité, à la fin, pour obtenir le message chiffré, il suffit de remplacer chaque valeur par le caractère dans l'alphabet. Donc, ce message-là devient sous cette forme-là. Et vous voyez que cette forme, elle est complètement illisible et n'a aucun sens pour quelqu'un qui lit ce message.
Donc ça, c'est le procédé qui permet d'être utilisé au niveau de César, et c'est de la sorte qu'on a pu mettre en place ce système. Je rappelle que cette technique votre camarade qui demande, votre camarade qui demande est-ce que il y a une importance entre le majuscule et le minuscule. Dans ce cas, on avait dit on propose l'alphabet. Ça veut dire qu'il y a un seul alphabet. En général, c'est l'alphabet qui est minuscule. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? J'avais dit dans le cours que l'alphabet, il est restreint. Et par la suite, pour juste une lisibilité, on fait la différence entre le chiffré et le déchiffré. Là, j'ai utilisé exprès le majuscule ici et le minuscule ici. C'est juste pour une différence visuelle sans plus. Mais à vrai dire, réellement ici, j'utilise le même alphabet, c'est-à-dire le minuscule. Donc, il n'y a pas de différence pour les deux. Tous les, je dirais, les systèmes utilisent un seul alphabet. Ça veut dire que si on est amené à écrire du code, l'idée c'est quoi? L'idée elle est très simple. Vous utilisez le code. En général, il y a une étape préparation préparation du code. C'est que ça permet de convertir tout le message en minuscule, et donc par la suite on applique directement les règles. C'est ce qui se passe. Donc vous serez amené à le faire dans TD, d'avoir du texte. Ce texte-là, on le convertit d'une manière automatique vers le minuscule, et ensuite on applique les règles directement pour garder le même alphabet. Ok. Alors ici, malheureusement, pour ce chiffre, si tu arrives à trouver, à déduire juste une lettre, automatiquement, tu peux déduire le reste. Pourquoi? Parce que si tu arrives à trouver une lettre, automatiquement, tu peux trouver tout le reste. Donc, si tu arrives dans le message chiffré et le message en clair, tu arrives à deviner la correspondance entre une lettre chiffrée et une lettre en clair, tout le reste va être déduit automatiquement. Pourquoi? Parce que au niveau de l'alphabet, il y a un certain ordre qui est préservé. Donc, tu as pu trouver le C, donc automatiquement, tu peux déduire quel est le chiffré du D, du B, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain ordre, donc il suffit d'appliquer cet ordre. Automatiquement, tu peux trouver automatiquement l'ensemble des éléments. Et ce chiffre, c'est vrai qu'il est simple, mais si tu le mets dans son contexte réel, ce chiffre, il a résisté pendant longtemps. Pourquoi? Parce que dans le temps, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de machine à calculer ni quoi que ce soit. Mais ces choses se faisaient d'une manière manuelle. Et donc, quand vous avez un texte, il était difficile je dirais, de pouvoir détecter la clé et casser le chiffre. Et d'ailleurs, on dit dans l'histoire de l'informatique que ce chiffre n'a jamais été cassé pendant 100 ans. Et donc, ce qu'on trouve, nous, un peu bizarre, mais il faut se mettre dans le contexte de ce chiffre. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de méthode évoluée, etc. Il n'y avait pas de réflexion poussée dans ce sens, et donc il était difficile de trouver la solution. Bon, donc on avait dit que concernant cette méthode, effectivement, puisqu'il y a l'ordre dans l'alphabet, dès qu'on trouve un seul caractère, automatiquement, on peut casser tout le reste. Alors, pour essayer de compliquer les choses, ce qui a été fait dans la cryptographie, c'est de passer à un seuil supérieur, donc compliquer la vie un peu plus. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est, au lieu de faire un décalage qui est simple, parce que le décalage, dès que tu trouves un, tu trouves tout le reste, on peut te compliquer la vie, c'est que quand tu trouves un, ce n'est pas évident de trouver le reste. Pourquoi? Parce qu'on va opérer autrement. Donc, pas par décalage, mais on va opérer par permutation.
Donc, tu as l'alphabet et ce que tu peux faire une permutation de l'alphabet. Par exemple, ici, si je prends un alphabet de 9 caractères uniquement, de 9 caractères, je peux définir une permutation qui existe, voici une permutation, et ça veut dire que le caractère 0, donc je le mets à la deuxième position, donc il va prendre la deuxième position, le caractère 1, il va prendre la cinquième position, et ainsi de suite. Et là, ça me permet effectivement de définir ce qu'on appelle une permutation qui existe. Et bien entendu, cette permutation, je peux définir la permutation inverse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai le clair, il suffit de lire d'une manière simple ici la permutation. Le chiffrement, c'est quoi? C'est la lecture de la permutation donc, qui est composée de lignes. Donc, de haut en bas, c'est le moyen de chiffrer. Si vous voulez avoir le truc inverse, c'est qu'il faut lire du bas vers le haut. Et donc là, ce qui permet d'obtenir pi-1, donc comme mécanisme de déchiffrement. Alors, pour comprendre ça, voici l'exemple. Donc, j'ai pris mon alphabet. Et en bas, je rappelle, c'est toujours pour que vous voyez plus clair et qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, celui-là, c'est d'origine en clair. Celui-là en majuscule, c'est juste pour faire la différence en termes d'écriture, pour dire que A sera remplacé par C, B par G, et ainsi de suite. Donc, vous avez toutes ces substitutions. C'est cette substitution qui est mono-alphabétique. Pourquoi? Pour garder un système, je dirais, bijectif. Là, c'est-à-dire que je vais pas coder deux caractères par un même caractère. Parce que si je le fais, le problème qui va se poser, c'est quand je décrypte. Je vais décrypter le caractère par le premier codage ou le deuxième codage. Et donc, ça donne une ambiguïté et ça ne permettra pas d'avoir un mécanisme de décryptage correct. Alors, la même chose dans l'exemple de tout à l'heure, I want to meet you. Ça veut dire que là, dans le chiffrement, c'est quoi? C'est le I, il est là. Vous le remplacez par un M. C'est ce qui existe ici. Le W, qui est remplacé par un U. Et le A, qui est remplacé par un C, et ainsi de suite. Ça veut dire que ce message-là va être sous cette forme-là. Et donc, automatiquement, donc, dans ce message, imaginez que là, regardez par exemple le E, les deux E qui se suivent sont les ZZ. Même si vous arrivez à deviner que ce Z, c'est un E, vous ne pouvez pas deviner tout le reste. Parce que l'ordre n'est pas préservé dans ce système de permutation. Regardez, le E, c'est ici Z. Celui qui vient avant, c'est W. Il n'y a pas un ordre entre W et Z, au même titre que F, celui qui vient après, F, qui est Q. Et donc là, si vous devinez un caractère, vous ne pouvez pas deviner les autres caractères d'une manière automatique. Donc là, ce qui permet de compliquer un peu les choses de la méthode, et même si on arrive à deviner un caractère, on ne peut pas deviner tout le reste des caractères. Alors ici, si on analyse un peu le chiffrement, donc tout à l'heure pour César, l'ensemble des possibilités qui étaient offertes, c'était quoi? C'était 25 décalages. Donc, c'était les 25 possibilités. Un caractère, il peut prendre les 25 autres positions que celles qu'il occupe. Donc, ce que vous avez, la clé, c'est elle peut prendre des valeurs de 1 jusqu'à 25. Alors maintenant, les permutations, je vais utiliser les permutations. Donc, si j'utilise les permutations, combien de permutations possibles existent? Le nombre de permutations qui existent, c'est 26 factoriel. Alors, quelqu'un pourrait dire pourquoi? La réponse, elle est simple. Vous avez un caractère. Donc, il peut prendre combien de positions, combien de permutations? Il peut prendre 26 permutations, c'est-à-dire il peut garder sa position comme il peut prendre tout le reste, toutes les autres, chacune des autres positions. Donc, au total, 26.
Alors, ça veut dire que vous avez fixé la position du premier caractère. Le deuxième caractère, quelles sont les positions qu'il peut occuper? Ben, automatiquement, ce n'est pas 26. Pourquoi? Parce qu'une position, elle a été déjà occupée. Donc, ce qui lui reste, c'est 25 positions. Et le troisième, de la même manière, quelles sont les positions qu'il peut prendre? C'est 24. Pourquoi? Parce que les deux premières ont été déjà prises. Et ainsi de suite. Jusqu'au dernier, il va lui rester une seule place, il va l'occuper. Et donc là, les possibilités qui sont offertes, c'est 26, 25, 24, etc. fois 1. Et donc, ce qui donne 26 factoriel. Alors, ici, vous voyez que le nombre de permutations il est assez grand. Donc, on pourrait se dire, tiens, que on ne pourrait pas attaquer ce système et on ne pourrait pas avoir le résultat. Ben, je dirais non. C'est qu'on peut avoir une attaque qui permet de casser facilement ce système. Bien entendu, je dis facilement avec l'usage de l'ordinateur. Mais à la main, c'est un défi, un challenge qui est assez difficile pour pouvoir y arriver. Pourquoi? Parce que pour arriver à le casser, il te faut peut-être des années et des années de tests. Pourquoi? Parce qu'à chaque caractère, tu vas essayer de voir quelle est la position qui peut être prise par le caractère, c'est-à-dire la bonne position. Et là, avec 26 factoriel, si tu calcules le 26 factoriel, tu vas voir c'est un nombre qui est faramineux. Donc, avec une calculatrice, d'ailleurs, si tu essaies de calculer, ça c'est un exercice simple hein, que tu peux faire, essaie avec la calculatrice ou avec un petit programme de calculer les factoriels. Tu vas voir que dès que tu arrives à factoriel 10, ça va donner des nombres astronomiques. Et donc, par contre, j'avais dit que si on utilise un peu l'intelligence, on peut arriver à le casser. Donc, au lieu de faire des attaques brutes, c'est-à-dire faire tous les cas possibles, on peut réduire énormément ces cas. Alors, comment les choses ont été faites? C'est qu'il y a eu des chercheurs qui ont étudié les caractéristiques et les propriétés des langues. L'un des chercheurs, le premier chercheur qui a étudié ça, il est du monde musulman, il s'appelle Al-Kindi. Donc, c'est lui qui a fait cette étude le premier. Ensuite, ça a été suivi par d'autres personnes. Donc, il a essayé d'étudier la propriété de la langue. Bien entendu, quand vous voyez la langue, c'est quoi? C'est un alphabet. Et ensuite, vous avez des mots. Et à partir des mots, on construit des phrases. Alors, naturellement, les mots qui sont utilisés dans la langue, ils ont un certain nombre de propriétés. Si je prends la langue arabe, vous allez voir que dans beaucoup de mots qui sont utilisés, vous avez le caractère elif et lam qui est utilisé. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, elif lam, adat ta'rif. Et donc, dans beaucoup de mots, pour les définir, on utilise elif lam. Et donc, elif ou lam, c'est les plus utilisés dans la langue arabe. Alors, d'une manière symétrique aussi, dans la langue française, vous voyez que vous avez les voyelles qui sont utilisées, beaucoup utilisées dans la langue, particulièrement le E, qui est très utilisé dans la langue française. Vous avez aussi le pluriel avec le S, il y a beaucoup de S qui sont utilisés dans la langue française. Vous avez la voyelle A qui est très utilisée. Vous avez le I aussi qui est utilisé. Vous avez la consonne N qui est utilisée, le T qui est utilisé. Et donc, il y a eu l'étude des langues, et donc on a pu obtenir ce qu'on appelle un tableau de fréquence. Donc, le tableau de fréquence de la lettre, ça permet de donner pour chaque langue quelle est la probabilité de rencontrer une lettre quelconque. Et donc, dans ce tableau, il va donner la probabilité pour chaque caractère de l'alphabet. Alors, on ne s'est pas arrêté ici, on est passé à un niveau supérieur. Donc, vous avez la fréquence de caractères. Ensuite, on a étudié ce qu'on appelle la fréquence des digrammes. Les digrammes, c'est quoi? C'est deux lettres successives. C'est-à-dire, quand vous avez une lettre, quelle est la probabilité d'avoir une autre lettre derrière? Donc, on a vu en arabe, par exemple, adat ta'rif, alif, lam,
il a une grande probabilité de se trouver derrière le alif. Pourquoi? Parce que c'est un des tarifs qui est utilisé en langue arabe. Si je prends le français, vous avez la lettre E, par exemple, qui est la plus utilisée. La lettre E, dans beaucoup de cas, elle est suivie de S. Pourquoi? Parce que c'est grâce au pluriel, donc vous utilisez le S, ES qui est utilisé. À un degré moindre, vous pouvez trouver aussi la lettre R. Et ça, c'est un peu les groupes, les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, qui sont nombreux dans la langue française. Et ainsi de suite. Et donc, vous avez tout le tableau de fréquences qui permet de définir l'apparition de deux caractères successifs. Et ensuite, on a utilisé aussi les trigrammes, c'est-à-dire les lettres, trois lettres successives qui se trouvent. Et donc, automatiquement, on définit le tableau de fréquence des trois lettres successives. Et l'idée qui est faite, c'est quoi? C'est vous avez un texte chiffré. L'idée, c'est quoi? C'est en utilisant les tableaux de fréquence, vous allez voir dans mon texte chiffré quelle est la lettre qui a été reproduite le plus possible. Ça veut dire quoi? Vous allez compter le nombre d'occurrences des lettres de votre texte chiffré. La lettre que vous allez trouver avec le plus grand score, donc il y a de fortes probabilités que ça soit de E. Ensuite, ça veut dire que vous allez remplacer ça par cette lettre. Ensuite, vous avez les probabilités d'avoir le S qui est derrière le E. Et donc, automatiquement, vous allez faire cette substitution, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, ça vous permettra de découvrir des mots, des portions de mots, et donc vous pouvez déduire par la suite tout le mot, et ainsi de suite. Ça vous permettra de casser tout le chiffre. Et c'est ce qui a été utilisé pour casser les chiffres concernant les langues, et donc en fonction du texte, qu'il soit écrit en arabe, en français ou en anglais, chaque fois. Vous avez besoin du tableau de fréquence lié à la langue et vous utilisez le tableau de fréquence tel que je l'ai décrit. Ça vous permettra effectivement de casser le chiffre. Et maintenant, on essaye quand même de faire des choses un peu plus complexes. Au lieu de faire une permutation sur tout l'alphabet, donc on peut faire sur ce qu'on appelle des permutations par bloc. Et là, automatiquement, on va enlever les propriétés, parce que là, tout à l'heure, j'avais dit que dans l'attaque, il suffit de compter le caractère qui revient le plus, et on considère que ça, c'est un E. Ensuite, ça peut être un S, etc., etc. Donc, pour éviter d'arriver à ça, on peut faire les choses autrement. Donc, la permutation, ça va être une permutation par bloc. Et donc, automatiquement, l'idée, c'est quoi? C'est on a un message en clair, on va le décomposer en blocs, et ensuite, chaque bloc, on applique dessus la permutation. Et donc là, vous allez voir que le même caractère n'est pas codé toujours par le même caractère équivalent. Donc, je prends cet exemple, je prends une permutation de 6 caractères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez votre message, il suffit de le décomposer en blocs de 6. Et à chaque fois, vous appliquez la permutation par rapport à ces 6 blocs. Donc ici, j'ai pris une permutation de 6. Vous voyez que le premier caractère, il va prendre la position 4, le 2, il prend la position 3, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait les choses. Donc, voici le message en clair. Et comment je vais obtenir le message, je dirais, chiffré? Voici le premier, le H. Regardez, dans le message en clair, il est à la première position. Donc, j'ai pris les 6 caractères, donc 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 4. Et donc, automatiquement, qu'est-ce que je vais? Je vais opérer la permutation par rapport à ces 6 caractères. Alors, le H, regardez le 1, selon la permutation, il va prendre la position 4. Donc, vous voyez ici, dans le chiffré, il a pris la position 4. Le deuxième, le E, il va prendre la position 3. Il est là, à la position 3. Vous avez le troisième qui va prendre la position 1. Le troisième, c'est quoi? C'est le W. Il a pris la position 1.
Donc, et ainsi de suite. Ça veut dire que vous allez appliquer ça. Vous obtenez effectivement ce message qui est chiffré. Et là, vous voyez que, par exemple, le premier E ici, il est codé carrément par L. Par contre, le deuxième, quand je finis avec le premier bloc, je vais commencer avec le deuxième bloc. Donc, le deuxième bloc, il commence par E, D, U, etc. Donc, le E, lui, il va être codé par U. Donc, automatiquement, vous voyez que les choses vont complètement changer par rapport au caractère. Et donc, on ne peut pas appliquer la même méthode tout à l'heure pour casser ce chiffre. Alors, une des méthodes qui a été appliquée en gardant ce principe, c'est le chiffrement divisionnaire. Donc, le chiffrement divisionnaire, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu une généralisation de César. Donc, dans César, vous avez une seule clé. Donc, avec Vigenère, vous allez avoir un tuple de clés. Et donc là, si la longueur utilisée c'est M, donc vous allez avoir un M clé, donc K1, K2 jusqu'à Kn. Alors, quand vous allez chiffrer, qu'est-ce qui va être fait? Les choses, lui, il n'utilise pas la permutation, mais il utilise le même principe de César, c'est-à-dire l'addition modulaire. Et automatiquement, regardez ce qui se passe, vous avez le message en clair, il suffit d'appliquer chaque clé par rapport à sa position avec le caractère correspondant. Donc K1, elle va être avec X1, K2 avec X2, et ainsi de suite. Donc vous allez appliquer ça au fur et à mesure. Ça vous permettra de faire le chiffre. Alors ici, voici un exemple pratique concernant votre message. Donc, on avait dit que Vigenère, c'était l'extension et la généralisation de César. Donc, il y avait plusieurs clés. Et donc, le mécanisme de chiffrement, ça va être la même chose que César, sauf qu'on applique une clé à chaque, je dirais, à chaque position de caractère. Donc, si je prends la clé en noir, ça veut dire que là, je prends un mot. Alors, vous voyez, les clés telles qu'on les a utilisées, c'est des valeurs. Donc, comment obtenir les valeurs? Ben, tout simplement le même principe, c'est-à-dire que chaque caractère, on sait qu'il a une position dans l'alphabet, donc il suffit de prendre la position de ce caractère dans l'alphabet, et donc vous allez appliquer. Et donc, ici, le bloc C5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir réaliser les choses, c'est très simple. Donc, vous avez le message en clair. Donc, vous mettez en dessous la clé de cryptage. Et donc, vous allez mettre autant de fois cette clé sous le message jusqu'à avoir, c'est-à-dire toute la longueur du message en clair. Et par la suite, l'idée, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez faire une addition de caractère à caractère modulo 26. C'est ça ce que vous allez faire. Donc ici, vous avez le texte, ici. Il suffit de mettre en dessous, on, war, etc., en noir, jusqu'à remplir toute la longueur. Et quand vous faites la somme ici, telle qu'elle est indiquée, donc c'est la somme modulo 26 toujours. Donc ici, le T, vous allez le rajouter en O. Et donc, vous allez obtenir H. Ensuite, le H avec le N, vous allez obtenir U, et ainsi de suite. Et donc, ça vous permettra d'avoir ce message codé. Donc, c'est de la sorte que les choses ont été faites pour arriver à ce message crypté en utilisant la méthode de Vigenère. Alors, il y a eu une autre technique aussi qui a été utilisée dans, je dirais, dans la même technique de bloc. C'est quoi? C'est d'utiliser un chiffrement de Hill. Donc, le chiffrement de Hill, c'est quoi? C'est un chiffrement qui utilise les matrices.
Donc là, ça veut dire qu'au lieu de faire l'addition toute simple, là, on sera amené à faire de l'addition et de la multiplication grâce à l'usage des matrices. Et donc, ici, ce qui est fait, c'est quand vous avez un message X, il faudrait que sa longueur, on verra par la suite, qu'elle correspond avec la longueur de la matrice. En général, là, on utilise une matrice pour faire le chiffrement. Naturellement, pour faire le déchiffrement, vous êtes obligé d'utiliser une matrice inverse. Alors, naturellement, vous comprenez que les matrices, ce sont des matrices carrées qui sont utilisées pour avoir des matrices qui sont inversibles. Un exemple simple, on l'utilise ici. Vous avez cette matrice 11, 8, 3, 7. Et donc, on veut faire le chiffrement. Donc, voici un message en clair. Let us fly. Donc, l'idée, c'est quoi? Vous allez, la taille de la matrice, c'est de 2. Ça veut dire quoi? Vous êtes obligé d'avoir des vecteurs de 2 éléments. Donc, on va décomposer ce message en des couples de 2, 2. Donc, vous avez L qui est 11, le E c'est 4, et ainsi de suite. Le T c'est 19, et ainsi de suite. Donc, ça vous permettra d'avoir ces vecteurs. Et ensuite, pour pouvoir faire le chiffrement, vous allez prendre chaque couple, vous le multipliez par la matrice K. Donc, en faisant le 11 de 4 fois K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez multiplier 11, 4 par ce 11, 3. Donc, c'est le 11 fois 11 plus 3 fois 4. Et c'est comme ça que vous obtenez le résultat. Modulo 26, vous allez obtenir 2. Ensuite, 11 fois 4 fois 8 et 7, vous allez obtenir 12. Et ainsi de suite pour le deuxième, le troisième, etc. Donc, modalité, ce que vous allez obtenir votre chiffré qui est, à vrai dire, toute cette séquence. Donc, le 3, c'est quoi? C'est le D, le 12, c'est le M, et ainsi de suite. Et vous allez remplacer, vous allez trouver tout ce message qui est chiffré. Alors, ensuite, si je veux, par contre, trouver le message en clair, ça veut dire que je dois déchiffrer. Donc, mathématiquement, si vous voulez déchiffrer, vous serez amené à, on a parlé de la matrice inverse. Ça veut dire que notre matrice, il faut lui chercher la matrice inverse. La matrice inverse si j'ai une matrice composée des éléments A, B, C, D, de 2, sa matrice inverse, c'est quoi? C'est 1 divisé par A fois D moins B fois C. A fois D, c'est ça. B, C, c'est ça. Et donc ça, ce n'est autre que ce qu'on appelle le déterminant de la matrice. Ça veut dire que vous trouvez cette quantité qui est 1 sur AD moins BC fois la matrice. Il suffit d'interchanger les éléments de la matrice. Le D va prendre la place de A et le A va prendre la place de D. Et de la même manière, pour B et C, il suffit d'inverser leur signe, c'est-à-dire au lieu de B, ça va être moins B, au lieu de C, ça va être moins C. Et ça vous permettra ce produit-là. Donc, vous allez avoir cette quantité, vous la multipliez par tous les éléments de la matrice, vous obtenez la matrice inverse. Le problème, c'est comment calculer cette quantité 1 sur AD moins BC. Alors, 1 sur AD moins BC, rappelez-vous, on est dans l'arithmétique modulaire. L'arithmétique modulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir des entiers relatifs. Donc, vous ne pouvez pas avoir des réels. Parce que si vous mettez la division, 1 sur quelque chose, vous allez obtenir un réel. On est dans l'arithmétique modulaire et donc les opérations qui sont faites sont dans l'arithmétique modulaire. Alors, dans l'arithmétique modulaire, la division n'est pas définie. Elle est définie autrement. C'est-à-dire que on sait que x est 1 sur x. Dans le monde des réels, c'est ce qu'on appelle les inverses. Pourquoi? Parce que quand tu multiplies x par 1 sur x, tu vas obtenir 1. Donc ça, on le sait. Chaque élément avec son inverse, leur produit, ça donne l'élément neutre. Alors, dans l'arithmétique modulaire, on va garder cette même propriété. C'est que tu as un élément A et ensuite, ou bien un élément X, et tu as son inverse qui est Y. Comment tu sais que Y
Bon, encore une fois, une coupure. Donc, j'avais dit que dans l'arithmétique modulaire, x et y sont des inverses l'un de l'autre. Ça veut dire que tout simplement, il faut vérifier que x modulo y est égal à 1. Alors, comment le calculer justement? Il y a une méthode qui a été développée en mathématiques qui s'appelle l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est ici, on a pris les opérations telles que César, Vigénaire et autres, on a pris modulo 26. Donc, peu importe quel est le modulo qui est utilisé, d'une manière générale, le modulo, c'est M qui est pris ici, dans l'algorithme étendu. Alors, vous avez le M. Ensuite, vous avez le B. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de chercher quel est l'inverse de B modulo M. C'est ça cet algorithme pour avoir l'explication. Alors, automatiquement, tu vas avoir la méthode suivante, c'est d'utiliser l'algorithme suivant pour obtenir, c'est l'algorithme qui permet d'obtenir l'inverse modulaire. Donc, grâce à cet algorithme, on arrive à avoir l'algorithme en question. Donc, ici, il y a eu une petite erreur qui s'est glissée ici. Donc, A1, A2, A3 est égal à 1, 0, M. Le deuxième 0, il faut le mettre à M. De la même manière que B1, B2, B3, c'est 0, 1 et B. Donc, c'est la phase d'initialisation. Ensuite, l'algorithme qui commence son travail d'une manière itérative. Alors, vous testez le B3. Si B3 est égal à 0, alors je retourne que A3, c'est le diviseur commun de M et de B. Le test suivant, si B3 est égal à 1, alors je retourne le B3 qui est le PGCD de M et de B. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Si les deux conditions ne sont pas vérifiées, je vais calculer Q. Q, c'est quoi? C'est A3, B3. Ce qui veut dire ici A3, B3. À l'origine, j'avais dit ici c'est M et ici c'est B. Donc, je divise M par B. C'est ça ce que ça veut dire. Et je vais calculer la quantité suivante, T1, T2, T3. Et donc, je vais calculer ces quantités. T1, c'est quoi? C'est A1 moins Q fois B1, A2 moins Q fois B2, et A3 moins Q fois B3. Ensuite, ce que je fais, j'affecte à A1, A2, A3 les quantités de B1, B2, B3. Et B1, B2, B3, je vais leur affecter la quantité T1, T2, T3. Et ensuite, go to 3, ça veut dire je reviens ici, je fais ce test. Et ainsi de suite, ça d'une manière itérative. Et donc là, vous voyez que la sortie ici, c'est quoi? C'est soit que vous avez ça qui est vérifié, soit que ça qui est vérifié.